Le gouvernement des États-Unis, ainsi que beaucoup d'autres gouvernements à travers le monde, avaient secrètement construit une architecture de l'oppression qui, à bien des égards, n'avait simplement pas encore été activée. L'objectif est clair: examiner l'ensemble de la population humaine et identifier toutes les personnes considérées comme étranges. Personne ne devrait pouvoir nous dire comment vivre, quoi penser ou ce que nous devons croire. Bonjour à tous et bienvenue sur Futur Radar. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une intervention d'Edward Snowden. Est-il encore nécessaire de le présenter ? Ancien analyste de la CIA et de la NSA, devenu l'un des lanceurs d'alerte les plus célèbres au monde après les révélations de 2013 sur la surveillance de masse, Edward Snowden est aujourd'hui l'une des voix les plus écoutées sur les enjeux liés à la vie privée, à l'intelligence artificielle et au pouvoir des infrastructures numériques. Au cours de l'intervention qui va suivre, intitulée « La souveraineté digitale à l'ère de l'intelligence artificielle », Snowden livre une réflexion sur la montée de la surveillance algorithmique, les dérives possibles de l'IA, mais aussi sur la manière dont les technologies façonnent progressivement nos comportements, notre créativité et nos libertés individuelles. Sans plus attendre, voici Edward Snowden. Merci d'être avec nous et bonne écoute. Les gens me connaissent surtout pour les révélations de 2013 sur la surveillance de masse. C'était quelque chose qu'on considérait déjà comme étant théoriquement possible, mais les gens étaient loin de réaliser l'échelle à laquelle ces surveillances étaient pratiquées. Le gouvernement des États-Unis, ainsi que beaucoup d'autres gouvernements à travers le monde, avaient secrètement construit une architecture de l'oppression qui, à bien des égards, n'avait simplement pas encore été activée. Elle était réglée sur une forme de surveillance passive. Ils pouvaient jeter leur filet dans le flot de l'océan numérique et reconstituer votre vie entière. Toutes nos activités, nos achats, nos lectures, nos interactions, les jeux auxquels nous jouons, les heures auxquelles nous sommes réveillés, les déplacements de nos téléphones, toutes ces petites informations qui, individuellement, ne signifient pas grand-chose, mais qui, une fois agrégées, forment le portrait parfait de nos vies. Elles permettaient déjà aux États de nous comprendre mieux que nous ne nous comprenons nous-mêmes. Aujourd'hui, des années plus tard, nous voyons cette technologie se répandre partout. Les entreprises privées la possèdent aussi, bien sûr, notamment les réseaux sociaux. Ils commencent maintenant à alimenter des moteurs d'intelligence artificielle et des systèmes d'inférence probabilistes avec ces données. Qu'est-ce que cela va produire ? Où cela va-t-il nous mener ? Facebook affirme ne pas encore utiliser ces informations pour entraîner ses modèles, mais leurs modèles publics sont déjà extrêmement performants. Les modèles open source aussi. Quant aux modèles privés, comme ceux d'OpenAI et d'autres entreprises, ils refusent même de dire sur quelles données ils s'entraînent. Or, il y a déjà eu plusieurs scandales où l'on a vu des données privées réapparaître dans les réponses d'un modèle. Peut-être parce qu'ils avaient accès à ces données via une interface API. Peut-être parce qu'elles faisaient directement partie du corpus d'entraînement ou d'un dépôt GitHub qui avait été indexé. Peu importe la raison, l'idée centrale ici, c'est que nous avons de plus en plus de petits fragments de données dispersés qui autrefois auraient été oubliés, mais qui aujourd'hui sont récupérés, centralisés, croisés, enregistrés, analysés et mis à disposition. Le nombre de personnes qui a accès à ces informations augmente aussi. Les rapports à leur sujet ne sont plus limités au monde du secret d'État, mais dorénavant aussi au secteur privé. Pour contextualiser ces changements, je pense qu'il est intéressant de revenir à la pensée du philosophe anglais John Stuart Mill et de sa vision des libertés civiles. Il parle notamment de notre liberté de croyance et du point de contact et de conflit entre la sphère privée et le pouvoir légitime de l'État. Définir les libertés civiles, c'est justement poser une limite à ce pouvoir dans le cadre d'un gouvernement légitime. En d'autres termes, l'idée centrale, c'est qu'il doit exister un domaine qui échappe à toute autorité. Personne ne devrait pouvoir nous dire comment vivre, quoi penser ou ce que nous devons croire. Pour Mill, nous devrions avoir une liberté d'opinion très large et une liberté d'action un peu plus limitée, car nos actions peuvent affecter les autres et potentiellement leur nuire. Nous établissons une sorte de pacte universel. Chacun peut croire ce qu'il veut, tant que cela ne cause pas de tort aux autres. Même lorsque certaines idées peuvent sembler problématiques, tant qu'elles restent théoriques et qu'elles ne se traduisent pas par des actes destructeurs, elles doivent rester permises. Nous savons que cette frontière a maintes fois été piétinée par le passé. Mais c'est un comportement que nous attribuons généralement à des tyrannies, à des gouvernements illégitimes. Et je pense que ce que John Stuart Mill dénonçait comme étant la tyrannie de la majorité
commence aujourd'hui à se transformer en quelque chose de nouveau. Quelque chose dont nous n'avons même pas encore pleinement conscience, même si on y est confronté chaque jour. Une nouvelle tyrannie apparaît. La tyrannie de la médiocrité. Quand vous alimentez une machine de raisonnement probabiliste, avec toutes les données disponibles que vous trouvez, par exemple, un modèle de diffusion d'images qui étudie toutes les œuvres d'art accessibles publiquement, les compresse dans un espace latent 3D et génère le résultat statistiquement le plus probable à partir d'une description. Vous êtes en train de lisser la créativité humaine. Et vous êtes en train de lisser l'expérience humaine elle-même. Bien sûr, on ajoute de l'aléatoire pour obtenir parfois des résultats plus originaux. Mais ça reste un phénomène comparable aux algorithmes des réseaux sociaux. Votre fil d'actualité fonctionne sur le même principe, que ce soit sur TikTok, Instagram ou Twitter, qu'on ne doit plus appeler comme ça d'ailleurs, mais pour moi c'est toujours Twitter. Je pense qu'on doit réfléchir à la manière dont cette nouvelle tyrannie de la moyenne nous limite et nous enchaîne. En réaction, aujourd'hui, on constate un véritable appétit pour l'original, quelque chose de fidèle à soi-même, quelque chose de vrai, pas forcément de manière absolue, mais au moins quelque chose d'authentique dans sa conviction, dans sa direction. Je ne suis pas en train de faire des observations politiques ici, j'offre une réflexion sur nous-mêmes, sur ce que nous recherchons, sur notre manière de voir le monde. Nous regardons désormais la réalité à travers une vitre. Nos yeux sont constamment fixés sur un écran. Au restaurant, dans le métro, dans l'avion, on voit les gens arc-boutés sur l'objet qu'ils tiennent entre leurs mains. Un objet qui ne façonne pas seulement nos opinions, mais qui nous transforme nous-mêmes. Petit à petit, nous sommes incités à nous fondre dans un moule. Où que l'on regarde, les entreprises ciblent cette moyenne mobile constamment recalculée. Pour des raisons publicitaires, elles cherchent à produire quelque chose qui corresponde parfaitement à cette moyenne globale. Le résultat, c'est une forme de beauté fade, suffisamment lisse et agréable pour plaire au plus grand nombre. Ces images, générées par Midjourney ou autres, paraissent toutes différentes au premier regard. Mais après quelque temps, elles commencent toutes à se ressembler. Shopping, comparaison de produits, vidéos d'unboxing. On ressent de plus en plus cette impression d'uniformité. Oui, les contenus générés s'améliorent au fil du temps et des versions. Mais ce qu'on en retire en fin de compte, c'est la perte d'un certain sentiment d'émerveillement. Et cela m'inquiète, tant au niveau social qu'au niveau économique. Pour en revenir aux agences de renseignement et aux forces de l'ordre, la réalité, c'est qu'elles sont aujourd'hui engagées dans une course contre la montre pour exploiter au maximum les données qu'elles ont à disposition. On parle de traces numériques de toutes sortes, créées en permanence. Jusqu'à présent, ces données étaient simplement ingérées dans d'immenses bases de données, puis analysées à l'aide d'outils de recherche et d'algorithmes conçus par des humains. Si vous avez lu mon autobiographie Mémoire vive, vous avez entendu parler du système XKeyscore. C'était un moteur de recherche permettant de parcourir ces masses de données afin d'en extraire des informations précises. On y entrait ce qu'on appelait un sélecteur, comme une adresse email, un numéro de téléphone ou encore les identifiants uniques d'un téléphone portable, comme l'IMSI ou l'IMEI. Ce sont des identifiants intégrés, soit à votre carte SIM, soit directement à l'appareil lui-même. Votre opérateur téléphonique les connaît et les transmet à tout le système. Cela signifie que même si vous changez de carte SIM, votre téléphone reste le même appareil. Les autorités peuvent donc vous réidentifier malgré ce changement. Elles voient simplement qu'un nouveau numéro a été inséré dans le même téléphone. Les opérateurs télécoms fournissent ce type d'informations au gouvernement dans pratiquement tous les pays. Et le public ne réalise pas vraiment à quel point ce type de données est accessible. À une époque, à cause des failles des systèmes d'exploitation mobile, ces informations étaient même récupérées par des applications ordinaires. Facebook les utilisait et beaucoup d'autres entreprises aussi. Aujourd'hui encore, ces données continuent d'être accessibles via des partenariats privilégiés avec les fabricants des systèmes d'exploitation, principalement Google et Apple. Ces entreprises, comme les opérateurs téléphoniques, coopèrent évidemment étroitement avec les gouvernements dans les juridictions où ils opèrent. La vraie question est donc plutôt de savoir ce qu'ils font maintenant de toutes ces informations, pas s'ils y ont accès. Jusqu'à récemment, leur capacité à analyser tout le monde en permanence restait limitée. Le système de surveillance de masse consistait essentiellement à enregistrer tout le monde, tout le temps. Toutes vos activités étaient stockées dans le système, mais pas forcément analysées immédiatement. Il fallait encore qu'on décide de s'intéresser à vous.
Dans un tel cas, il suffisait d'utiliser l'appareil de surveillance comme une sorte de machine à remonter le temps pour examiner tout ce que vous aviez fait au cours des 5 dernières années. Or, aujourd'hui, les choses changent. Palantir a signé un contrat avec le gouvernement américain portant sur un cloud classifié ayant recours à l'IA pour analyser les données, même s'ils n'ont pas explicitement annoncé que c'était l'objectif de la manœuvre. Ces nouveaux modèles sont sans doute entraînés sur toutes les données disponibles, dans le but d'identifier des comportements anormaux. Ils sont alimentés avec les comportements de personnes considérées comme problématiques pour trouver des schémas communs, des indicateurs comportementaux, des corrélations. Tout cela dans le but d'identifier de nouveaux suspects. L'objectif est clair, examiner l'ensemble de la population humaine et identifier toutes les personnes considérées comme étranges. Et c'est une tendance qui, à mon avis, va non seulement continuer, mais aussi empirer. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la mise à disposition de ces modèles en open source. Ils sont très puissants et les conséquences de la disponibilité de ces outils sont impossibles à prédire. Si vous n'avez pas encore utilisé ces outils, qu'il s'agisse de grands modèles de langage, de générateurs d'images, de modèles de diffusion ou même d'assistants comme ChatGPT, vous devriez les essayer. Et je ne parle pas de versions en ligne, qui peuvent avoir leur intérêt, mais de modèles qu'on peut facilement installer chez soi. Il suffit aujourd'hui d'aller sur GitHub et de taper 3 commandes. C'est très simple à utiliser, parce que beaucoup de ces outils ont été développés par des chercheurs et des universitaires qui en ont besoin, et pas par des programmeurs. Le fait de faire tourner ces modèles vous-même, localement, sans les mêmes niveaux de censure, ou en pouvant modifier cette censure selon vos besoins, tout cela est extrêmement libérateur. Et cela vous permet d'autre part de vous familiariser avec ces technologies qui de toute façon vont s'appliquer de plus en plus à tous les aspects de votre vie. La technologie avance très rapidement et je vous invite sincèrement à regarder ces outils de plus près. Modèles d'image, modèles de diffusion, LLM, modèles de reconnaissance d'image et de transcription vocale comme Whisper d'OpenAI. En combinant toutes ces technologies, on peut par exemple créer des systèmes de traduction en temps réel, automatiser des tâches complexes, pêcher des informations avec des scrapers, utiliser des langages de programmation qu'on ne maîtrise pas, et ainsi de suite. Je vous promets que vos capacités humaines vont commencer à s'étendre bien au-delà de ce que vous pensiez possible. Vous pouvez repousser les limites de votre productivité, mais il faut aussi songer à l'envers de la médaille. Les agences gouvernementales disposent maintenant de modèles d'analyse audio extrêmement puissants. Il suffit de leur fournir un flux audio pour obtenir une transcription complète du contenu. En 2013, lorsque j'ai lancé l'alerte, le président Obama avait fait une annonce publique en disant « Non, personne n'écoute vos appels téléphoniques ». Et cela était censé rassurer les gens, parce qu'ils imaginaient une sorte de scénario à la Stasi est-allemande. Un homme avec un casque audio en train de retranscrire chaque conversation. Mais cela n'arrivait quasiment jamais, à moins que vous ayez été désigné comme une cible. Mais ce n'était pas du tout cela, ce dont nous les accusions. Ce que nous dénoncions, c'était justement l'utilisation d'algorithmes capables d'obtenir les mêmes résultats sans avoir besoin d'écouter humainement chaque appel. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le gouvernement a à sa disposition des modèles capables de faire tout cela automatiquement. Très prochainement, le volume total d'appels téléphoniques mondiaux ne constituera plus un problème technique. Tout ce flux pourra être analysé en temps réel, au moment même où il traverse le réseau. L'analyse commencera dès le premier mot que vous prononcez. Alors évidemment, certains diront « Oui, mais cela concerne surtout les appels téléphoniques ». Personnellement, je pars déjà du principe que mes appels sont interceptés dès lors qu'ils transitent internationalement. Je suis un spécialiste des technologies de chiffrement, donc je suis conscient de cela. Mais le vrai problème, c'est qu'ils commencent maintenant à intégrer ces technologies directement dans les caméras de surveillance. Pour l'instant, les implémentations restent très rudimentaires. Vous pouvez déjà acheter des caméras grand public chinoises, Hikvision, Dahua et d'autres, avec des fonctions basiques de détection humaine ou de détection des véhicules. La caméra, intégrée à une sonnette par exemple, peut vous signaler qu'une voiture entre dans votre allée. Tout cela reste très primitif. On parle simplement de la détection d'objets. Mais imaginez ce qui se passera une fois que les modèles audio dont je parlais à l'instant sont directement intégrés aux puces de ces caméras. On vous proposera une transcription complète de ce qui a été dit à portée de micro. Ça sera peu cher et facile à utiliser.
Puis, ces systèmes seront intégrés à toutes les caméras extérieures. À partir de là, tout ce que vous dites dans l'espace public pourra être enregistré dans une base de données. Peut-être que, dans un pays relativement libre, ces données resteront simplement stockées localement. Mais qu'en sera-t-il dans des pays moins libres ? Et qu'arrivera-t-il lorsque les pays libres eux-mêmes deviendront moins libres ? Le monde dans lequel nous vivons change extrêmement rapidement. La tendance générale consiste à quantifier toujours davantage, à absorber toujours plus de données, pour, en fin de compte, rendre le réel plus interprétable par des machines. La responsabilité qui nous incombe est donc de créer des espaces où cette surveillance est impossible.